Vous écoutez Invasion des Sarrasins en France. Un livre écrit par Joseph Toussaint Reynaud et lu par la voix modélisée de Michel Jean. Introduction. Il fut un Thames où la France était continuellement exposée aux attaques et aux violences d'un peuple étranger. Et ce peuple, qui déjà avait subjugué l'Espagne et quelques autres contrées voisines, amenait avec lui un nouveau langage, une nouvelle religion et de nouvelles mœurs. Il s'agissait, pour la France et pour les pays de l'Europe qui n'avaient pas encore subi le joug, de savoir s'ils conserveraient tout ce que les hommes ont de plus cher, le culte, la patrie et les institutions. On s'était plus d'une fois demandé quel était le caractère de ces attaques qui furent accompagnées de l'occupation d'une partie de notre territoire, d'où elles venaient, quelles en furent les circonstances et les vicissitudes. Les envahisseurs appartenaient-ils à une seule et même nation, à la nation arabe? Ou bien remarquait-on dans leur rang des hommes de divers pays? Les envahisseurs, qui s'accordaient tous dans le même but, professaient-ils la même religion? Ou bien y avait-il parmi eux des juifs, des idolâtres et même des chrétiens? Enfin, quels furent les résultats d'invasions si souvent répétées, et en reste-t-il encore des traces? Une partie de ces questions avait déjà été plus d'une fois examinée, mais personne, ce nous semble, n'avait essayé de les envisager toutes et d'en tirer des conséquences générales. Pour traiter un pareil sujet dans toute son étendue, il était indispensable de réunir aux témoignages des écrivains chrétiens occidentaux ceux des écrivains arabes, aux témoignages des peuples vaincus, ceux des peuples vainqueurs. Depuis bien des années, on avait remarqué l'insuffisance des récits des écrivains de l'Europe chrétienne. L'époque des invasions des Sarrasins en France se lie précisément aux thèmes les plus désastreux et les plus obscurs de notre histoire. Lorsque ces invasions commencèrent, vers l'an 712 de notre ère, la France était morcelée entre les Francs du Nord, lesquels occupaient la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne. Les Francs du Midi, qui étaient maîtres de l'Aquitaine depuis la Loire jusqu'aux Pyrénées, et les débris des Wisigoths qui avaient conservé une partie du Languedoc et de la Provence. Or, depuis longtemps, la faiblesse des souverains et l'ambition des grands avaient mis le désordre dans le gouvernement et dans la société. Une foule d'intérêts divers partageait les populations. Aussi, ne nous est-il parvenu que des notions très imparfaites sur cette partie de nos annales. Avec Pepin et Charlemagne, à mesure que l'unité politique se rétablit, l'horizon historique s'étend et s'éclaire d'une lumière nouvelle. Mais dès lors, les Sarrasins sont repoussés loin de notre territoire. Lorsqu'ensuite, sous les fils de Louis le Débonnaire et leurs descendants, les Sarrasins se montrèrent de nouveau en deçà de nos frontières, l'anarchie et tous les maux qui en sont la suite avaient encore fondu sur notre belle patrie. Aussi, l'horizon historique recommença-t-il à se rembrunir, à tel point que la France, étant alors devenue comme un vaste champ de pillage et de massacres où les Sarrasins, les Normands et les Hongrois s'étaient donné rendez-vous, on a souvent de la peine à démêler ce qui fut l'ouvrage des uns et ce qui fut l'ouvrage des autres. Le récit des écrivains arabes sur des thèmes si éloignés, surtout pour ce qui concerne les invasions des Sarrasins en France, n'est pas toujours plus satisfaisant. Les auteurs arabes, ceux du moins dont les ouvrages nous sont parvenus, ont écrit longtemps après les événements. Sans doute il y eut dès l'origine, parmi les conquérants, des hommes empressés de transmettre à la postérité des faits si merveilleux, si honorables en général pour la nation arabe. La bibliographie orientale fait mention d'une histoire de Moussa, conquérant de l'Espagne, écrite par son petit-fils, et d'un poème sur Tarek, rival de gloire de Moussa, composé également 2 générations après lui. Mais le récit que ces hommes laissèrent par écrit était sans doute bien imparfait, puisque les auteurs postérieurs ont le plus souvent l'air de parler d'après des traditions orales. Il ne faut pas oublier que les Arabes, à cette époque d'enthousiasme et de gloire, étaient presque uniquement occupés de ce qui pouvait relever l'éclat de leur religion. La seule branche de la littérature qui attira leurs hommages était la poésie. Aussi, la même disette de monuments se fait-elle sentir pour les exploits et les succès des conquérants de la Syrie, de l'Égypte et du reste de l'Ancien Monde. Les récits historiques des Arabes
surtout en ce qui se rapporte à notre sujet, sont postérieures au IXe siècle de notre ère et appartiennent par conséquent à une époque où le souvenir des événements était en partie effacé. Il y a d'ailleurs des séries considérables de faits dont ils n'ont rien dit. Les Arabes avaient bien des moyens de connaître l'intérieur de la France et des contrées voisines. Ils en occupèrent longtemps une partie. Plus tard, les relations qu'ils entretinrent avec ces pays furent presque continuelles. On verra dans le cours de cet ouvrage qu'indépendamment des incursions à main armée qu'ils y faisaient, des ambassadeurs se rendaient fréquemment d'une contrée à l'autre. On sait d'ailleurs par Massoudi que vers l'an 939 de Jésus-Christ, un évêque de Gérone, en Catalogne, appelé Godemar, ayant été envoyé en députation auprès du calife de Cordoue, Abd al-Rahman II composa pour Hakam, fils et héritier présomptif du prince, et connu par son zèle éclairé pour tous les genres de lumière, une histoire de France depuis Clovis jusqu'à son Thames. La Catalogne, depuis Charlemagne, était sous la domination française, et l'évêque de Gérone reconnaissait l'autorité de Louis d'Outre-mer. Ainsi, on peut croire que cette histoire de France était exacte. Massoudi déclare avoir vu un exemplaire de cet ouvrage en Égypte. Malheureusement, il ne nous est connu que par le peu de mots qu'il en dit. Une cause qui dut rebuter les écrivains arabes eux-mêmes, ce fut la multitude de noms d'hommes et de lieux qui se présentaient sous leurs plumes et qui étaient nouveaux pour leurs lecteurs. Les Arabes, en écrivant, ne sont pas dans l'usage de marquer les voyelles. Quelquefois même, pour les lettres de l'alphabet qui se ressemblent, les copistes omettent les points placés en dessus ou en dessous qui doivent servir à les distinguer. Aussi, un grand nombre des noms propres qui n'ont pas d'analogue dans leur langue sont-ils méconnaissables pour les nationaux eux-mêmes. À défaut d'autres témoignages, les monnaies frappées par les vainqueurs auraient pu être de la plus grande utilité. On sait de quel secours, en général, sont ces monuments pour fixer les noms d'hommes et de lieux, ainsi que les dates. Mais jusqu'au Xe siècle, les Sarrasins d'Espagne et de France ne connurent qu'un autel des monnaies, celui de Cordoue. Et les monnaies antérieures à cette époque, qui nous sont parvenues, renferment seulement quelques passages de l'Alcoran, sans nom de souverain ni de gouverneur de province. On peut juger par là des nombreuses difficultés que présentent les premiers thèmes de l'établissement des Sarrasins en Espagne, et à plus forte raison de leur établissement en France. Il existe, au sujet de l'occupation de l'Espagne par les Maures, un ouvrage espagnol publié il y a quelques années, et qui renferme des renseignements précieux. C'est l'histoire de la domination des Arabes en Espagne par Conde. L'auteur a eu à sa disposition les manuscrits arabes de la bibliothèque de l'Escurial et de quelques bibliothèques particulières d'Espagne. Et bien que certains écrits qui se trouvent à la Bibliothèque royale de Paris lui soient restés inconnus, il a, en général, puisé à des sources plus abondantes qu'il ne serait possible de le faire ailleurs. Malheureusement, Conde n'a pas eu le temps de mettre la dernière main à son travail. Peut-être aussi manquait-il de la critique nécessaire pour une tâche aussi difficile. On peut citer un autre ouvrage espagnol que Conde paraît n'avoir pas connu et qui lui aurait été fort utile. C'est un recueil de lettres servant à éclaircir l'histoire de l'Espagne sous les Arabes. Cet ouvrage, publié à Madrid en 1796, est destiné à combattre certains passages du 12e volume de l'Histoire d'Espagne de Masdeu. L'auteur laisse trop souvent percer l'envie qu'il a de trouver en faute l'écrivain qui l'attaque. D'ailleurs, une partie des passages arabes qu'il allègue paraissent altérés. Néanmoins, il fait souvent preuve de beaucoup de sagacité, et les questions qu'il soulève au sujet des différentes races dont se composaient les armées des conquérants, des diverses religions qu'ils professaient, des déchirements qui furent la suite presque immédiate d'éléments aussi hétérogènes, auraient mérité de fixer l'attention de Conde. En nous livrant à ce travail, nous ne nous sommes pas dissimulé les nombreux obstacles qui devaient ralentir notre marche. Mais il nous a semblé qu'il était possible d'ajouter à la masse des faits déjà connus. Une autre circonstance nous a encouragés, c'est que, même pour certaines expéditions des Sarrasins sur lesquelles il n'existe d'autres ressources que les témoignages des écrivains chrétiens du pays, nous avons cru pouvoir aller beaucoup plus loin que les Muratori, les Dom Bouquet et d'autres érudits non moins éminents.
Voici la marche que nous avons suivie. Au milieu des récits souvent incohérents que l'histoire nous a conservés, nous avons tâché de démêler les témoignages contemporains, ou du moins les témoignages les plus rapprochés des événements. Sous ce rapport, nous devons nous hâter de dire que les récits des écrivains chrétiens de l'époque, quelque défectueux qu'ils soient, nous ont paru, en général, dignes de beaucoup de considération. Quand ces témoignages et ceux des Arabes s'accordent ensemble, nous avons cru y reconnaître le caractère de la vérité. Quand ils ne s'accordent pas, nous les avons rapportés les uns et les autres, en indiquant ce qui nous paraissait le plus probable. Nous avons d'ailleurs, autant qu'il nous a été possible, puisé aux sources. Pour les auteurs originaux que nous n'avons pu consulter, nous avons eu soin d'en avertir. C'est ce qui nous est arrivé pour certains événements que Conde a fait connaître d'après les écrivains arabes. Sans doute, il eût mieux valu pouvoir vérifier ces faits sur les originaux eux-mêmes qui doivent exister encore en Espagne. Mais Conde a négligé ordinairement d'indiquer les ouvrages auxquels il faisait des emprunts. À la fin de l'ouvrage, nous parlons des différents peuples qui, mêlés aux Arabes, furent sur le point de soumettre toute l'Europe aux lois de l'Alcoran. Pour le moment, il nous suffit de dire que nous avons désigné ces peuples, tantôt par le nom générique de Sarrasins, mot dont l'origine n'est pas bien connue, mais qui s'appliquait alors aux nomades en général. Tantôt par celui de Maures, parce que c'est par l'Afrique que les Arabes s'introduisirent en Espagne, et que beaucoup de guerriers africains se joignirent à eux. Nous avons eu soin d'ailleurs de distinguer les invasions des Sarrasins de celles des Normands, des Hongrois et des autres peuples barbares qui, après la mort de Charlemagne, fondirent de toutes parts sur les provinces de son vaste empire et s'en disputèrent les tristes lambeaux. À l'époque où les Sarrasins traversaient la France, le fer et la flamme à la main, et dévastaient le nord de l'Italie et la Suisse, d'autres bandes, venues des mêmes contrées, régnaient en maître dans la Sicile et la partie méridionale de l'Italie. Ces dernières invasions se détachant tout à fait des premières, nous avons dû nous borner à indiquer l'influence que des attaques, disséminées sur un si large théâtre, exercèrent quelquefois les unes sur les autres. Il existe dans les divers pays qui ont été occupés, plus ou moins longtemps, par les Sarrasins, des traditions relatives à cette occupation même. Ici, on montre l'emplacement d'une forteresse d'où ils répandaient la terreur dans les campagnes voisines. Là est le passage d'une rivière où ils rançonnaient les habitants du pays. Dans cette vallée est une grotte où ils avaient coutume d'enfermer leur butin. Sur ces montagnes est une suite de tours, du haut desquelles leurs bandes formidables, au moyen de signaux particuliers, étaient dans l'usage de concerter leurs mouvements. Pour celle de ces traditions qui ne reposent sur aucun monument contemporain, nous nous sommes crus dispensés d'en parler. Nous citerons, comme exemple, l'opinion qui accourt au sujet de Castel-Sarrazin, nom d'une ville située sur les bords de la Garonne. Il n'est presque personne, surtout dans le midi de la France, qui n'ait la conviction que cette place a été ainsi appelée parce qu'elle servit jadis de position fortifiée aux Sarrasins. Et cependant, cette dénomination n'est qu'une altération d'un nom jadis en usage dans le pays. Nous avons également évité de nous appesantir sur certains épisodes au sujet desquels des écrivains postérieurs n'ont pas craint de donner les détails les plus circonstanciés, et dont les auteurs contemporains n'ont quelquefois pas dit un seul mot. Ces épisodes sont l'ouvrage de quelques esprits amis du merveilleux, notamment des auteurs de romans de chevalerie, ou bien ils reposent sur des opinions évidemment erronées. Il nous a semblé qu'il suffisait d'en indiquer l'objet et la source. À cette occasion, nous ne pouvons nous dispenser de dire quelques mots de certains de ces épisodes qui tiennent directement à notre sujet, et qui, ayant servi de base à une partie des monuments de notre vieille littérature, formèrent longtemps l'opinion générale de nos pères. Les Sarrasins sont souvent appelés par les écrivains contemporains du nom de païens parce qu'on remarquait dans leur rang beaucoup d'idolâtres, et parce que d'ailleurs, aux yeux du vulgaire ignorant, les disciples de Mahomet rendaient au fondateur de leur religion un culte divin. Plus tard, à l'époque des croisades, lorsque les restes du paganisme furent éteints en Europe, les chrétiens d'Occident, n'ayant plus d'ennemis à combattre que les musulmans, les mots islamisme et paganisme devinrent synonymes.
et on appela indifféremment du nom de païens et de sarrasins non seulement les sectateurs de l'Alcoran, mais encore les peuples idolâtres antérieurs à Mahomet, tels que les Francs qui avaient envahi la France, avant Clovis, et même les Grecs et les Romains. Un chapitre de la chronique de Guillaume de Nangis commence ainsi. « Si commencent les chroniques de tous les rois de France, chrétiens et sarrasins. » Par une idée analogue dans le roman français de Parthénopeux, dont l'action est censée se passer sous Clovis, plusieurs chefs sarrasins se trouvent en scène. Il n'est pas étonnant d'après cela que, dans plus d'un écrit du Moyen Âge, les restes imposants de la domination romaine à Orange, à Lyon, à Vienne en Dauphiné, portent le nom d'ouvrage sarrasin. Il n'est pas étonnant non plus qu'à la fin le nom sarrasin eût couvert tous les autres noms, et que les véritables sources de notre histoire étant négligées, les longues guerres de Charles Martel, de Pepin et de Charlemagne contre les peuples de la Germanie eussent, pour ainsi dire, disparu sous les interminables récits de leurs exploits, la plupart fabuleux, contre les disciples du prophète des Arabes. Ce ne fut pas la seule source d'erreur. Le grand nom de Charlemagne avait fini par éclipser les noms de ses indignes successeurs et même ceux de son aïeul Charles Martel et de son père Pepin. Plusieurs auteurs de romans de chevalerie, et après eux, la plupart des chroniqueurs, mirent sur le compte de ce prince les événements les plus importants qui l'avaient précédé ou suivi. C'est ainsi que la prétendue chronique de l'archevêque Turpin place sous le règne de Charlemagne l'ensemble des invasions sarrasines en France, à partir de Charles Martel jusqu'au Xe siècle, et même le mouvement qui, vers la fin du XIe siècle, précipita les guerriers de la France en Espagne pour secourir les chrétiens de là. Péninsule, menacée à la fois par les musulmans du pays et les populations armées de l'Afrique. Il en est à peu près de même du roman de Philomèle, qui suppose sous Charlemagne les Sarrasins, maîtres de tout le midi de la France, à peu près comme ils l'avaient été un moment sous Charles Martel, et qui fait honneur à Charlemagne de leur expulsion opérée longtemps avant lui. Il n'est pas besoin d'ajouter que chacun de ces écrivains, en déplaçant ainsi les événements, a employé dans ses tableaux les couleurs qui étaient propres à son thème. D'un autre côté, des auteurs qui écrivaient au moment de la lutte de nos rois avec leurs principaux vassaux, tout en plaçant arbitrairement les événements dont nous parlons sous les règnes de Pepin et de Charlemagne, ont attribué l'honneur du triomphe aux aïeux vrais ou supposés des seigneurs de qui ils dépendaient. C'est l'idée qui domine dans le poème de Guillaume Aucournet, ainsi appelé du nom de Guillaume comte de Toulouse, qui en est le principal héros et à qui le poète attribue le mérite d'avoir chassé les Sarrasins de Nismes, d'Orange et d'autres cités du midi de la France. C'était une manière de célébrer la part réelle que les guerriers de ces contrées prirent plus tard, non seulement à l'entière expulsion des Mahométans, mais à la conquête successive de l'Espagne sous les Maures. On comprend à quel point ces récits, amplifiés dans la suite par les poètes italiens, notamment par l'Arioste, durent égarer les esprits. Voici une autre source de confusion. On sait que les Hongrois, dans la première moitié du Xe siècle, quittant les bords du Danube où était établie leur demeure, franchirent les barrières du Rhin et mirent presque toute la France à feu et à sang. Leur brigandage, par le vaste théâtre où ils s'exercèrent autant que par leurs effets désastreux, rappelèrent l'invasion des Vandales qui, 500 ans auparavant, étaient partis des mêmes lieux et avaient, par rapport à la France, suivi presque les mêmes chemins. Or, dans les rangs des Hongrois, se trouvaient plusieurs tribus slaves appelées Venèdes ou Wendes. Il paraît que les écrivains allemands et français, particulièrement les poètes, voulant établir un rapprochement entre les Hongrois et les Vandales, dont le nom désigne encore tout ce que la barbarie peut enfanter de plus monstrueux, s'attachèrent de préférence au mot Vandes, qu'ils écrivirent aussi Vandres et Vandales, et l'appliquèrent aux Hongrois. Jacques de Guise, écrivain belge du XIVe siècle, parlant des peuples qui, au 8e, 9e et 10e siècle, couvrirent la France de ruines, dit que le mot « vandale » dans les langues du Nord est synonyme de coureur et de vagabond, et que, comme ces peuples, avant de se fixer dans un pays, couraient d'une contrée à l'autre, on les avait tous compris sous cette dénomination.
Jacques de Guise paraît surtout avoir fait des emprunts au roman de Garin le Lohérin, poème français composé vers le XIIe siècle. Dans le roman de Garin, l'invasion des Vandales est placée sous Charles Martel, et les héros du poème sont censés avoir fait plus tard partie des paladins de Charlemagne. Mais d'un côté, le poète raconte le martyre de saint Nicaise, évêque de Reims, et la mort de saint Loup, évêque de Troyes, deux prélats qui vivaient au Ve siècle. D'un autre côté, les détails du poème appartiennent au Xe siècle et même au siècle postérieur. En effet, au moment où se passe l'action, Paris obéissait à un duc particulier et le roi de France s'était retiré à Laon. Le pays situé entre la Champagne et l'Alsace, et d'où le principal héros du poème a reçu son surnom de Lohérin, portait déjà le nom de Lotharingia ou de Lorraine, mot dérivé du nom de Lothaire, petit-fils de Charlemagne. De plus, il existait des ducs particuliers de Metz et d'autres villes. Ajoutez à cela que, dans le poème, les Vandales sont quelquefois nommés Hongres ou Hongrois. Enfin, les Sarrasins étaient alors maîtres de la Maurienne, appelée aujourd'hui Savoie. Maintenant, il se présente une question. Les Sarrasins furent-ils entièrement étrangers aux invasions du peuple appelé du nom de Vandales? Et s'ils n'y furent pas étrangers, quelle est la part qu'on doit leur attribuer? De cette question dépend la fixation des limites entre lesquelles les courses des Sarrasins eurent lieu. Plusieurs passages de martyrologes et de légendes de saints, à la vérité, d'une origine postérieure au 8e siècle, font mention, à ce même siècle, d'églises détruites et de saints personnages mis à mort par les Vandales. Or, sous les règnes de Charles Martel, de Pepin et de Charlemagne, les contrées situées entre le Rhin, les Pyrénées, les Alpes et la mer n'eurent à souffrir des incursions d'aucun autre peuple étranger que les Sarrasins. D'un autre côté, les Vandales, dans le roman de Garin, la chronique de Jacques de Guise et le roman du Renard le Contrefait, sont plus d'une fois appelés Sarrasins. Enfin, les véritables Sarrasins, notamment les Sarrasins d'Afrique, sont quelquefois appelés Vandales, sans doute par allusion aux Vandales qui avaient été conduits en Afrique par Genséric. La question fut examinée il y a 150 ans par le P. Lecointre dans son Histoire ecclésiastique de France. Ce savant oratorien n'hésita pas à voir des Sarrasins dans les Vandales et son opinion fut adoptée par Dom Mabillon, le P. Pagy, Dom Vessette, Dom Bouquet, en un mot par les hommes les plus érudits. Mais c'est dans les derniers thèmes seulement qu'on s'est occupé de mettre en lumière les monuments de notre vieille littérature, où les invasions des Vandales sont décrites avec le plus de détails et de suite. Ces ouvrages supposent que les Vandales envahirent non seulement le Midi et le centre de la France, où les Sarrasins ont réellement pénétré, mais encore les environs de Paris, la Lorraine, la Flandre et les divers pays riverains du Rhin, qui n'ont jamais vu flotter l'étendard du prophète. C'est le cas de dire que ce qui prouve trop ne prouve quelquefois rien. Nous le répétons, aucun des témoignages relatifs à l'invasion d'un peuple vandale en France au 8e siècle n'est contemporain. Tous ces témoignages sont postérieurs au 10e siècle. Là où les Vandales sont appelés Sarrasins, le mot Sarrasin ne peut-il pas être synonyme de païen? Déjà, Dom Mabillon et Dom Vessette avaient remarqué que certains faits, relatifs aux prétendus Vandales du 8e siècle, appartenaient à une autre époque. En vain dira-t-on que ces faits ont été admis dans les grandes chroniques de Saint-Denis qui jouirent de la plus haute estime chez nos pères. Les chroniques de Saint-Denis n'ont commencé à être mises par écrit que vers le milieu du XIIe siècle, et pour les événements antérieurs, le rédacteur s'est borné à reproduire les récits qui avaient cours de son thème. N'a-t-il pas également adopté les contes absurdes de la chronique de Turpin? Tout cela vient à l'appui de ce qu'on savait déjà. C'est que pendant longtemps, les véritables sources de notre histoire restèrent délaissées et que jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'au rétablissement des études historiques, le roman de Garin et les ouvrages analogues furent presque les seules autorités consultées. C'est là ce qui explique la confusion qui avait passé des romans dans les chroniques et des chroniques dans beaucoup de légendes de saints. Maintenant, revenons à notre ouvrage.
Il ne s'agit pas ici de ces sujets qui ne forment qu'un objet de curiosité ou qui n'intéressent que de petites localités. Pendant plus ou moins longtemps, une grande partie de la France fut en proie aux funestes effets des invasions des Sarrasins. Plus tard, ces effets se firent sentir en Savoie, en Piémont et en Suisse, et les barbares occupèrent les lieux les mieux fortifiés du centre de l'Europe, depuis le golfe de Saint-Tropez jusqu'au lac de Constance, depuis le Rhône et le mont Jura, jusqu'aux plaines du mont Ferrat et de la Lombardie. Sans doute le souvenir des ravages faits par les Sarrasins ne fut pas étranger aux guerres des croisades, à ce mouvement général qui précipita l'Europe chrétienne sur l'Asie et l'Afrique et qui mit pendant plusieurs siècles en présence l'Évangile et l'Alcoran. D'ailleurs, dans toutes les contrées occupées par les Sarrasins, et même au-delà, le nom sarrasin est resté présent à tous les esprits, et il se mêle encore aux diverses traditions de l'Antiquité et du Moyen Âge. Les faits sont disposés dans un ordre chronologique. Si quelques événements ont échappé à nos recherches, il sera facile de les insérer à leur place. S'il y en a qui ne soient pas présentés sous leur véritable jour, on pourra leur restituer leur vrai caractère. À cet égard, nous invoquons le zèle et les lumières des personnes que de si grands événements ne trouveront pas indifférentes et qui, à portée des lieux même où les faits se passèrent, auront à leur disposition des documents inconnus. L'écrit que nous publions et qui, bien qu'assez court, nous a coûté de longues recherches, peut être considéré comme le cadre où viendront successivement prendre place les divers épisodes du sujet que nous traitons. La longue distance qui nous sépare de ces thèmes éloignés ne permet pas d'espérer qu'on parvienne à remplir toutes les lacunes qui existent encore. Mais sans doute, il se présentera de nouveaux faits. Dans tous les cas, si on jugeait que cet écrit a jeté quelques lumières sur la partie la plus obscure et la plus difficile de nos annales, nous nous croirons suffisamment dédommagés de toutes nos peines. L'ouvrage est divisé en 4 parties. Dans la première, il est parlé des invasions des Sarrasins, venant surtout d'Espagne, à travers les Pyrénées, jusqu'à leur expulsion de Narbonne et de tout le Languedoc par Pepin le Bref, en 759. La deuxième partie est consacrée aux invasions des Sarrasins, venant par terre et par mer, jusqu'à leur établissement sur les côtes de Provence, vers l'an 889. La troisième fait voir comment les Mahométans pénétrèrent par la Provence en Dauphiné, en Savoie, en Piémont et dans la Suisse. Nous montrons, dans la quatrième, quel fut le caractère général de ces invasions et quelles en furent les suites. Première partie. Premières invasions des Sarrasins en France, jusqu'à leur expulsion de Narbonne et de tout le Languedoc, en 759. Un auteur arabe racontant la conquête de l'Espagne par ses compatriotes rapporte d'abord ces paroles qu'il place dans la bouche de Mahomet. « Les royaumes du monde se sont présentés devant moi, et mes yeux ont franchi la distance de l'Orient et de l'Occident. Tout ce que j'ai vu fera partie de la domination de mon peuple. » On put croire, en effet, que tout l'univers allait fléchir sous le joug du prophète. En quelques années, la Mésopotamie, la Syrie, la Perse, l'Égypte et l'Afrique jusqu'à l'océan Atlantique furent soumises par le glaive. D'une part, les guerriers arabes envahissaient l'Espagne et, s'avançant à travers la France, menaçaient de subjuguer le reste de l'Europe. De l'autre, franchissant l'Oxus et l'Indus, ils semblaient ne vouloir reconnaître d'autres bornes que celles que la nature elle-même a données à la terre que nous habitons. Le centre de cet immense empire était en Syrie, dans l'antique ville de Damas. La souveraine puissance, tant pour le spirituel que pour le temporel, se trouvait entre les mains des califes ommiades. Celui qui régnait alors se nommait Valide. Les Arabes, en pénétrant dans l'Afrique, avaient rencontré dans l'intérieur, particulièrement dans les chaînes du mont Atlas, d'innombrables tribus nomades, appelées du nom général de Berbères. Ces peuplades, qui avaient successivement défendu leur liberté contre les Carthaginois et les Romains, professaient, les unes le judaïsme, les autres le christianisme, quelques-unes le culte des idoles. La plupart de ces peuplades parlaient une langue particulière appelée le berbère, qui subsiste encore. Mais quelques-unes faisaient usage d'un langage qui se rapprochait de l'arabe,
de l'hébreu et du phénicien, soit que ces tribus fussent des restes des peuples du pays de Chanaan et de la Phénicie qui, du Thames de Josué et dans les thèmes postérieurs, s'embarquèrent pour les parages d'Afrique, soit que, comme le disent les plus savants d'entre les écrivains arabes, dans les premiers siècles de notre ère, plusieurs tribus de Yémen ou Arabie heureuse, qui professaient le judaïsme, ayant été obligées de s'expatrier pour échapper aux persécutions des Éthiopiens, alors maîtres de cette partie de la presqu'île, se fussent réfugiés à travers les provinces romaines dans ces régions éloignées. Quoi qu'il en soit, ces rapports de langage ne contribuèrent pas peu à hâter les succès des Arabes. Et bien que les Berbères continuassent en général à professer la religion qu'ils avaient suivie jusque-là, ils furent d'un immense secours aux vainqueurs pour les nouvelles conquêtes qu'ils étaient sur le point d'entreprendre. En effet, les uns et les autres étaient habitués à la vie nomade, à une vie dure et sauvage, qui se prêtait admirablement à une guerre d'enthousiasme et de triomphe. Dès que la puissance des vainqueurs en Afrique commença à être affermie, ils songèrent à traverser le petit détroit qui sépare cette partie du monde de l'Europe. On était alors dans l'année 710. Celui qui gouvernait l'Afrique au nom du calife s'appelait Moussa, fils de Nossair. Né dans les dernières années du règne du calife Omar, Moussa avait pour ainsi dire sucé avec le lait les idées de prosélytisme et de guerre qui caractérisaient l'islamisme. Il était alors âgé de près de 80 ans, mais il avait encore toute l'ardeur d'un jeune guerrier. Quant à l'Espagne, elle était au pouvoir des Goths et le prince qui régnait s'appelait Roderick. La monarchie des Goths, qui comprenait dans ses limites le Roussillon et une partie du Languedoc et de la Provence, renfermait des villes florissantes, des armées nombreuses. Mais l'esprit de faction s'était emparé de chacun et la corruption générale avait énervé les courages. Il était facile de voir qu'un royaume, en apparence très puissant, succomberait devant un petit nombre d'enthousiastes et de sectaires, excités par la soif du butin et qui se croyaient envoyés de Dieu même. Moussa fit faire une première tentative par quelques Berbères qui, débarquant au lieu où fut bâti plus tard Tarifa, parcoururent les côtes de l'Andalousie, enlevant les troupeaux et pillant les villes ouvertes. Comme les Berbères ne rencontrèrent pas de résistance, Moussa, l'année suivante, 711, fit partir une nouvelle expédition beaucoup plus nombreuse. Celle-ci, composée de 12 000 hommes, presque tous berbères, était commandée par son affranchi Tarek, fils de Ziad, le même qui donna son nom au rocher de Gibraltar, près duquel il débarqua. Pour les musulmans pieux, la guerre qu'on allait entreprendre devait accroître le nombre des fidèles et ils s'assuraient à eux-mêmes le paradis. Pour ceux qui ne visaient qu'à la gloire, aux richesses ou au plaisir, ils entraient dans un pays riche et fertile, où ils trouveraient tout ce qui excite ordinairement les désirs des hommes. La petite armée de Tarek suffit pour renverser l'armée des Goths. Le roi fut vaincu et sa tête envoyée comme trophée à la cour de Damas. En moins d'un an, Tarek s'empara de Cordoue, de Malaga et de Tolède. Un écrivain arabe rapporte que, pour inspirer plus de terreur, il avait fait tuer quelques-uns de ses captifs, et après les avoir fait cuire, les avait donnés à manger à ses soldats. Une des principales causes de ces succès sans exemple, ce fut l'appui que les vainqueurs trouvèrent dans les Juifs, alors très nombreux en Espagne. Les Juifs étaient impatients de se venger des vexations auxquelles ils étaient en butte de la part des chrétiens, et d'ailleurs ils voyaient des frères dans une partie des conquérants. À la nouvelle de progrès si glorieux, Moussa éprouva le désir d'en partager l'honneur. Il accourut du fond de l'Afrique avec une autre armée composée d'Arabes et de Berbères, comptant d'autant plus sur le succès qu'on remarquait dans ses rangs un des compagnons du prophète, âgé de près de 100 ans, et plusieurs enfants des compagnons de Mahomet. Moussa porta ses pas d'un autre côté que son lieutenant et subjugua successivement Mérida, Saragosse et d'autres cités. Puis, se disposant à s'éloigner encore plus du centre de ses forces, il prit avec lui une troupe d'élite armée à la légère. Les fantassins, du reste en petit nombre, ne portaient que leurs armes. Les cavaliers, qui formaient la meilleure portion de l'armée et qui étaient montés en partie sur les chevaux des vaincus, n'avaient avec leurs armes qu'un petit sac pour les provisions et une écuelle en cuivre.
Chaque escadron et chaque bataillon reçut un nombre déterminé de mulets pour le transport des bagages. Suivant les auteurs arabes, Moussa porta ses courses jusqu'en France. À Narbonne, il trouva dans une église 7 statues équestres en argent. Et, à Carcassonne, l'église de Sainte-Marie offrit à son avidité 7 colonnes d'argent de grandeur colossale. Les Arabes donnent à la France le surnom de Grande Terre, désignant par là toute la contrée située entre les Pyrénées, les Alpes, l'océan, l'Elbe et l'Empire grec. Vaste contrée qui en effet répond à la France du Thames de Charles Martel, de Pepin et surtout de Charlemagne, et où, suivant la remarque des auteurs arabes, il se parlait un grand nombre de langues. Ce qui étonnait le plus les chrétiens, c'était de voir leurs ennemis presque partout en même Thames. Quand un pays se soumettait de lui-même, les vainqueurs respectaient les propriétés et le culte établi. Seulement ils s'emparaient d'une partie des églises qu'ils convertissaient en mosquées et prenaient les richesses des églises, les terres vacantes, et les biens dont les propriétaires s'étaient expatriés. Ils s'emparaient également des armes et des chevaux qui leur étaient si utiles dans cette carrière de guerre et d'aventure continuelle. Enfin, ils imposaient aux habitants un tribut qui variait suivant les circonstances, et ils se faisaient donner des otages comme un garant de fidélité. Pour les pays qui ne s'étaient soumis qu'à la force, ils étaient exposés à toute la violence de la conquête, et le tribut qui leur était imposé s'élevait au double des autres. Quelquefois, les vainqueurs jugeaient nécessaire de laisser une garnison. Et cette garnison se composait en partie de Juifs espagnols dont la haine pour les chrétiens était un gage assuré de dévouement. Les auteurs arabes ajoutent que le projet de Moussa était de s'en retourner à Damas auprès du calife son maître, à travers l'Allemagne, le détroit de Constantinople et l'Asie mineure, menaçant de ne faire de la mer Méditerranée qu'un grand lac qui aurait servi de voie de communication aux diverses provinces de cet immense empire. Quant aux auteurs chrétiens, ils ne font aucune mention de l'entrée de Moussa en France, et il est probable que cette invasion se borna à quelques légères incursions. Mais il est certain que la chrétienté courait en ce moment le plus grand danger, et l'on frémit à l'idée de ce qui aurait pu arriver si la discorde ne s'était mise de bonne heure parmi les vainqueurs. Moussa, dès l'origine de la conquête de l'Espagne, avait vu avec un vif sentiment de jalousie la gloire dont se couvrait son lieutenant Tarek. D'ailleurs, il aurait voulu s'approprier la meilleure partie du butin, se réservant de satisfaire, par le don de quelques objets précieux, au précepte de l'Alcoran qui attribue au souverain le 5e des richesses prises sur l'ennemi. Tarek, au contraire, qui désirait exécuter le précepte dans toute sa rigueur, mettait fidèlement le 5e du butin à part et distribuait le reste aux soldats. La querelle en vint au point que le calife crut devoir appeler les 2 rivaux devant son tribunal. La conquête de l'Espagne et d'une partie du Languedoc s'était faite en moins de 2 ans. Moussa choisit pour le remplacer dans les pays subjugués son fils Abd al-Aziz, qui fixa sa résidence à Séville, et il le mit sous la surveillance d'un autre de ses fils, à qui il avait donné le gouvernement de l'Afrique. Celui-ci résidait à Kairouan, ville située à quelques jours. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.